Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un s-du-milieu locatif avec un s.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. La dernière fois où une évolution systémique globale a eu un effet sur les cours, réellement, c'était en 2008. Alors quand la bourse baissait de 30, ça a eu un effet de 9%, je crois, sur le panier des très grands vins. Ponctuellement, quelques mois après, ça avait déjà été dépassé. Il est sur les starting blocks. On sent qu'il est en train de prendre. Il s'échange beaucoup. Aujourd'hui, je dirais, il prend pas beaucoup de valeur, mais par contre, il peut en prendre beaucoup dans le futur. Nous, on pense que il est plus en mode start-up, entre guillemets, tu vois. Dans le vieux monde, c'est facile parce que tout a été exploré, je dirais. On sait très bien identifier les endroits qui sont magiques et ces endroits-là ne peuvent pas se démultiplier. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Dans un environnement de marché compliqué sur lequel la forte poussée de l'inflation et les risques réels de récession économique entraînent une forte volatilité sur les marchés financiers, en particulier sur le marché des cryptos, les investisseurs se tournent à juste titre sur des classes d'actifs moins risquées comme les obligations d'État, le dollar ou l'or. Mais il y a une autre classe d'actifs que l'on n'a pas encore couvert sur ce podcast et qui joue parfaitement son rôle de valeur refuge, c'est l'investissement dans le vin. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Immacolato sur le podcast cette semaine. Daniel est le directeur général de Cavissima, une plateforme pionnière dans la constitution et la gestion de caves à vin en ligne. C'est un fin connaisseur de l'industrie du vin dans lequel il a évolué sur des postes de management depuis plus de 20 ans. Avec Daniel, on évoque le marché du vin d'investissement, ses acteurs, ses caractéristiques, les facteurs qui influencent son prix. Puis dans une deuxième partie, on aborde les aspects pratiques, comme comment l'acheter, le conserver ou trouver les bonnes opportunités. Au fil de la conversation, on verra entre autres pourquoi le vin est une valeur refuge et comment il se distingue d'autres classes d'actifs, quel est le ticket d'entrée, l'horizon de placement, le niveau de rendement que l'on peut obtenir sur ce type d'investissement, quelles sont les différentes stratégies de prix des grandes propriétés et comment capter les opportunités. Quelle place aussi doit prendre le plaisir de déguster une bonne bouteille dans ta stratégie d'investissement? Si tu réfléchis à placer une partie de ton épargne dans le vin, une classe d'actifs qui a montré sa résilience au travers des années, cet épisode devrait t'intéresser. J'ai personnellement été convaincu, je t'avoue. D'ailleurs, si tu souhaites te lancer à l'issue de cet épisode, je t'ai dégoté une offre pour l'ouverture d'une cave premium. L'équipe de Cavissima t'offre un bon d'achat d'un montant correspondant à 2% du montant investi, rien que pour toi, fidèle auditeur du podcast. Pour en bénéficier, il suffit de te rendre sur investisseur40.com/Cavissima, CAVI2SIMA, une offre qui se termine le 30 septembre 2022. Et avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont pris le temps de soutenir ce podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify, de messages sur Instagram, Twitter ou LinkedIn. Merci en particulier à Loswin pour ton superbe commentaire 5 étoiles cette semaine qui m'a fait rougir d'ailleurs. Et merci pour les recommandations du podcast à ton entourage, ça m'aide beaucoup pour le faire connaître au plus grand nombre. Et puis un gros merci pour tous vos messages à l'occasion des 500 000 écoutes du podcast. J'avais fait un petit post Instagram et Twitter pour l'occasion. 500 000 écoutes, ça se fête, ça me paraît toujours assez dingue. Et j'avais organisé un jeu concours pour marquer le coup. Vous avez été nombreux à commenter et à participer, c'est top, merci à vous.
J'ai d'autres choses en préparation pour la suite et la programmation de ce podcast d'ailleurs, mais je t'en parlerai plus tard, le moment venu. En attendant, place à notre conversation sur l'investissement dans le vin avec Daniel. C'est parti. Salut Daniel, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco. Merci beaucoup de venir sur cette émission. Content de te recevoir parce on va vraiment voir un thème un peu différent aujourd'hui qu'on n'a jamais vraiment traité sur le podcast et donc c'est super cool de pouvoir explorer un peu des autres horizons en termes de placement, investissement avec des gens qui sont dans le métier. Donc c'est cool. Est-ce que peut-être pour placer un peu le contexte, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les personnes qui te connaissent pas forcément? Alors écoute, je vais faire très court parce que sinon j'ai quelques cheveux blancs, tu vois, donc je peux faire très long sur le sujet, mais j'ai un peu plus de 50 ans, 54 ans, et je travaille dans le secteur du vin depuis très très longtemps, depuis le milieu des années 90. Donc j'ai travaillé en Champagne, j'ai dirigé des caves ou des structures dans différents coins du monde, en Argentine, j'avais en charge des vignobles en Australie, Nouvelle-Zélande, en Californie aussi, au Brésil, et j'ai aussi dirigé des groupes du négoce ou de la production en Vallée du Rhône, en Bourgogne, et des gros négoces dans la région bordelaise également. Donc voilà, Champagne au départ, et puis un petit tour du monde et retour sur la France dans les différentes régions. D'accord. Ton rôle, j'imagine, il a été divers le long de ces années. Mais tu dirais que tu étais plutôt sur la partie vraiment production, et puis après t'es passé sur la partie négoce, donc tout ce qui est transactions, négociations, etc. Ou quel était en fait ton rôle peut-être au fil de ces années? Oh, j'en ai eu beaucoup. J'ai commencé par effectivement la partie amont production, mais je suis pas onologue. Tu vois, j'ai pas du tout cette formation-là. J'étais plus pour diriger les équipes. Puis j'ai appris sur le tas et je me suis formé par la suite en fait. Hein. Mais effectivement, ça a commencé plutôt sur le côté technique, on va dire, ce qu'on appelle dans notre jargon les opérations. En fait, gérer les équipes, les investissements, le développement des structures, etc. Puis je me suis occupé plus tard de commerce, de vendre les vins des différentes régions du monde dans d'autres marchés. Et puis voilà, après j'ai pris des directions générales assez rapidement sur des petites structures, puis de plus en plus grosses, jusqu'à diriger des très grosses structures ou des groupes de structures importants en France et à l'étranger. Donc voilà, c'est un petit peu le parcours assez classique, je dirais, hein, avec un côté technique au départ et puis qui s'élargit au fur et à mesure du temps. D'accord, parce que toi d'origine, de formation, t'étais plutôt dans la technique, dans l'ingénierie ou plutôt dans le management du coup? Oui, je suis ingénieur de formation et après j'ai fait un MBA pour prendre des fonctions plus larges donc à l'INSEAD là. Donc voilà, je suis passé un peu par tous les types de fonctions. C'est le côté sympa, c'est que c'est un métier, c'est un secteur qui peut paraître spécialisé, mais en fait t'as tous les métiers possibles au sein du secteur vitivinicole, en passant par la finance. Donc tu peux te faire plaisir et grandir dans ce secteur-là. Et c'est ce que j'ai fait comme beaucoup en fait. Hein. J'ai pris des responsabilités diverses dans différents pays et puis jusqu'à prendre des fonctions générales et diriger des équipes toujours plus grosses en fait. Hein. Donc voilà. Et puis j'ai rejoint ce projet-là il y a un certain temps, il y a un peu plus d'1 an, pour lui amener une continuité, une nouvelle dynamique. Et je m'amuse beaucoup. D'accord. Oui, donc pour le rappeler, donc tu es directeur général de Cavissima aujourd'hui. Exactement. C'est un projet qui a été développé depuis la fin des années 2000, donc ça fait une douzaine d'années, par quelqu'un qui s'appelle Thierry Godet, qui a été assez, je dirais, en avance sur son temps, qui a pensé la notion à la fois de fournir les vins dans la sphère internet vers des clients avec un portefeuille très qualitatif, mais surtout qui a ouvert le principe de la cave en ligne, dire que les clients typiquement urbains ne pouvant pas stocker du vin chez eux et qui ont commencé à acheter du vin, à faire stocker les vins par Cavissima depuis plus de 10 ans, hein. Donc une douzaine d'années, et puis derrière rapidement s'est ouvert la partie investissement dont on parlera tout à l'heure. Je voulais voir avec toi peut-être pour démarrer en fait sur ce secteur, si tu pouvais peut-être nous aider pour les personnes qui sont vraiment toutes débutantes sur ce secteur-là, peut-être dresser une sorte de vue d'ensemble du marché du vin, c'est-à-dire vraiment dans les grandes masses, tu vois, qui achète, qui vend, qui produit, et comment ça s'organise cette économie du vin en fait de manière générale.
Alors oui, c'est un univers alors qui, à la différence d'autres secteurs commerciaux, c'est un secteur qui est extrêmement éclaté. Donc déjà avec une production dans beaucoup de pays, avec la France qui garde un rôle assez important, voire prépondérant, notamment sur les grands vins, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais donc en tout cas c'est un secteur qui est assez éclaté avec et notamment sur l'Europe, je dirais la vieille Europe, où on trouve beaucoup de petits producteurs, de petites structures. On va retrouver des petits producteurs dans d'autres régions du monde, mais je dirais c'est de manière générale beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré. Donc voilà, donc c'est une production, je dirais, très importante en Europe. Donc on va citer France, Italie, Espagne pour les pays principaux. On va retrouver après l'Allemagne, le Portugal. Enfin, il y a beaucoup de pays producteurs en Europe avec des vignobles très qualitatifs. Et puis après je dirais overseas, hein, loin de chez nous, on va retrouver des jolis vignobles en Amérique du Nord. On va citer la Californie surtout une zone de la Californie. Et l'Oregon, par exemple, il y a d'autres endroits. Enfin, les endroits principaux. Après, vous trouvez l'Argentine tu trouves l'Argentine et le Chili. Voilà, le Brésil à la marge, vraiment, c'est moins qualitatif. Puis Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud que j'oublie au passage. Donc voilà, en gros, les grandes régions avec des nouvelles régions qui apparaissent aujourd'hui sur la carte, avec la Chine notamment. Il y a quelques vins assez intéressants qui arrivent sur le marché maintenant. Voilà, donc ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal. Alors ça, c'est pour les zones de production, du coup. Et d'ailleurs, enfin, une parenthèse sur cette partie production, qu'est-ce qu'il faut finalement? Est-ce que c'est des trucs figés dans le marbre? Parce que tu parles de la Californie notamment, mais j'entendais que, si je comprends bien, c'est quand même par rapport à l'Europe, évidemment, la vieille Europe, c'est des productions assez neuves, de production neuve. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Est-ce que le secteur se réorganise peut se réorganiser au fil des années, c'est-à-dire que ces zones de production peuvent changer, et qu'est-ce qu'il faut dans une zone pour pouvoir produire du vin finalement, tu vois? En fait, pour produire de très bons vins, après on peut aller se focuser plus sur les très grands vins, mais pour produire de très bons vins déjà, il faut des conditions, je dirais, de sol, de terroir en fait, hein, de température moyenne, de variations de température entre le jour et la nuit. Il y a pas mal en fait de paramètres qui sont importants pour pouvoir produire des raisins de qualité pour produire du vin derrière de qualité. Donc effectivement, ça limite les zones dans le monde, mais en même temps, ça permet de découvrir certaines zones qui n'étaient pas exploitées jusque-là, où il n'y avait pas la culture du vin historiquement. Donc ça, c'est de manière générale, je dirais. Donc on sait sous certaines latitudes, sur certains types de sols, on va pouvoir planter tel type de cépage, etc. Donc ça, c'est, je dirais, le produit de l'histoire et de l'expérience de l'empirisme en fait, hein, de l'expérience cumulée sur des centaines d'années. Puis après, il y a des zones par empirisme qui ont été éludées du entre guillemets, hein, où des raisins ont été produits sans forcément savoir que ça allait produire des choses exceptionnelles, mais je dirais par expérience successive, ça a permis une sorte de sélection naturelle qui a amené à révéler des terroirs juste d'exception. Donc effectivement, dans le vieux monde, c'est facile parce que tout a été exploré, je dirais. Donc tout a été exploré, donc on sait très bien identifier les endroits qui sont magiques, et ces endroits-là peuvent pas se démultiplier. Après, dans le nouveau monde, il y a encore quelques zones qui sont sûrement à découvrir. Mais après, ça prend beaucoup de temps parce que il faut aussi que les vignobles, il faut avoir du recul, il faut que les vignobles soient là depuis longtemps, qu'il y ait une expertise technique, une maîtrise de ce qui se passe dans la vigne. Le vin, ça se passe beaucoup dans la vigne, hein, en priorité. Donc voilà, c'est une expérience cumulée de nombreuses années, et pour identifier les bons terroirs, même si les aspects techniques peuvent aider à avancer, je dirais, pour produire des très bons vins. Après, des vins magiques, des vins juste d'exception, qui vont s'arracher derrière, c'est autre chose. Donc là, on parle plus de terroirs d'exception, des terroirs uniques en fait, hein. Mais on en trouve, et pas seulement en Europe, on en trouve dans quelques endroits du monde. Alors, on reviendra justement, je voulais te poser la question notamment sur justement les aspects techniques qui font qu'un vin soit recherché, qualitatif et de bonne valeur en termes toujours d'investissement finalement, et pas forcément en termes de goût qualitatif, ce qui est une chose différente. Je vais t'emmener là dans un instant, mais peut-être juste avant de se projeter là-dessus, est-ce que tu peux donner du coup les caractéristiques d'un point de vue investissement en fait
que le vin a et qui le rend, qui peut le rendre attractif en fait d'avoir un portefeuille comme classe d'actifs à part entière. D'accord. Écoute, alors parmi les très bons vins, on trouve des très bons vins comme je disais, dans pas mal d'endroits, mais surtout concentrés dans quelques endroits qu'on connaît bien. Et il y a quelques vins effectivement qui sortent du lot et qui en plus, je dirais, d'avoir la caractéristique d'être des grands vins agréables, enfin fantastiques à déguster, à ouvrir, parce que la finalité, c'est toujours qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir la bouteille à terme. Hein. Donc ça peut être dans un terme plus ou moins court, plus ou moins long. Et entre-temps, les vins peuvent s'échanger et faire l'objet de valorisation, et donc d'où l'investissement. Mais in fine, je dirais, c'est un point important à avoir en tête, parce que le vin la finalité, c'est d'ouvrir et de prendre du plaisir avec le vin. Donc je dirais, même s'il y a eu quelques investisseurs sur le chemin, qui peuvent d'ailleurs être ceux qui ouvrent la bouteille à la fin, hein, c'est le pire qu'on leur souhaite. Mais la quantité d'un grand millésime sur un domaine, sur un terroir donné, elle va s'amenuiser dans le temps. C'est-à-dire que le stock disponible va être toujours moindre. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que ça détermine aussi la valorisation des vins. Donc pour répondre à ta question, les vins vraiment qu'on peut considérer comme vins d'investissement, donc qui sont beaucoup moins nombreux, hein, et comme tu l'as dit fort justement, c'est pas forcément tous les grands vins. Il y a des très très bons vins, mais qui rentrent pas du tout dans cette catégorie-là. En fait, ils ont plusieurs caractéristiques. Une, c'est de se valoriser, d'avoir une expérience de valorisation, et ça, on peut le mesurer assez facilement, donc on le suit. Et c'est le rôle de structures comme la mienne de suivre ça de très très près. Et puis un autre aspect, c'est la notion de liquidité. Si demain tu investis dans des grands vins, tu vas être content de savoir que les vins ont pris de la valeur, mais encore faut-il qu'ils puissent être vendus facilement le jour où tu souhaites les vendre, parce que tu as besoin de liquidité ou pour une raison XY. Donc voilà, c'est la notion de liquidité. Donc en fait, ce qu'on va suivre, ce que les acteurs comme nous vont suivre, c'est à la fois la notion de voilà, l'historique de valorisation. Je vais te donner d'autres paramètres qui déterminent cette valorisation, mais de manière générale, la notion de valorisation et la notion de liquidité, c'est-à-dire que les vins qui s'échangent beaucoup, et sur ce que on va appeler alors c'est assez similaire à d'autres secteurs financiers, je dirais, sur les seconds marchés. Donc il y a des places dans lesquelles les vins s'échangent de professionnel à professionnel, et on va suivre effectivement la catégorie des vins qui s'échangent le plus. Et quand on va suggérer à des investisseurs d'aller sur telle ou telle référence, c'est parce que à la fois ce sont des vins qui ont une forte propension à se valoriser, et à la fois ce sont des vins qui ont une forte liquidité, donc ils s'échangent très facilement avec une fréquence élevée, quoi. Donc voilà, ça c'est de manière générale. Donc oui, bon potentiel de valorisation à terme, bonne liquidité. Quel rendement, quel horizon de placement il faut considérer, et aussi, je crois que c'est une de ses forces aussi, la relative stabilité aussi des cours, tu vois, la résilience, quoi, en fait. Exactement. Alors pour venir vers ça, je vais peut-être t'expliquer deux trois paramètres supplémentaires, tu vois, parce que je pense que c'est important pour les auditeurs pour bien sentir les choses. En fait, donc quand on parle donc de cette catégorie de vins très limités, hein, on pourra peut-être prendre quelques exemples, mais cette catégorie de vins très limités, ce sont des vins, donc comme je disais tout à l'heure, qui vont à terme se consommer. Donc on parle de vins. On parle pas de vin de manière générique, c'est-à-dire on va parler d'un grand vin, je sais pas, Château Margaux dans la région bordelaise, par exemple, à Margaux. Il y a une production d'un millésime donné qui va avoir des notes, des notations. Donc les critiques, les professionnels du secteur vont noter le vin. On déguste les vins également, nous aussi, pour les apprécier lorsqu'ils sortent en primeur. Et après, le même vin d'un millésime donné, qui a eu des notes qui vont être réajustées au fur et à mesure du temps, et notamment une fois que le vin est mis en bouteille, ce vin-là va se vendre et s'échanger. Et donc il y a, je dirais, la qualité du millésime qui va jouer fortement. Évidemment, la notoriété de la propriété, c'est clair, son historique, etc. Les notes attribuées à ce millésime-là pour cette propriété également. Et puis il y a aussi les prix relatifs des millésimes antérieurs ou postérieurs. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique de prix sur une propriété donnée avec des notes équivalentes pour aller vers une valorisation. Voilà, donc si un vin, par exemple, si un millésime était à un prix de 200 € la bouteille, je dirais, je parle pas du château que je mentionnais, qui est plus cher, mais
mais qui est sensiblement plus cher. Mais si un vin était à 200 € la bouteille sur un millésime, par exemple le millésime 2019, et que le vin est un petit peu plus cher l'année d'après, ben voilà, on va arbitrer, enfin les spécialistes du secteur vont arbitrer entre les notes relatives des deux millésimes par rapport au prix d'avant, au prix d'après. Vous voyez, on va positionner le prix d'un millésime et son potentiel valorisation dans le futur, à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc je reviens à ta question sur la notion de valeur et de prise de valeur. Ce qu'on dit en général, c'est que c'est les données en dur, les données de marché. La prise de valeur en général, selon les millésimes, mais ça va être entre 4 et 8% par an. Voilà, sur les 20 dernières années, c'est ce qu'on trouve à peu près. Donc c'est pas des valorisations, je dirais juste miraculeuses. Hein. Donc après, il y a quelques millésimes, il y a quelques vins qui peuvent se valoriser très très vite. Mais je dirais de manière moyennée sur un pool de châteaux, avec certains qui vont prendre plus de valeur, d'autres moins. On va retrouver entre 4 et 8%. Tu vois, nous, sur les portefeuilles de nos clients, on a fait un bilan il n'y a pas très longtemps, on était à 7%, un peu plus de 7%. Donc, sur les 5 dernières années. Donc, voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça. Après, voilà, c'est forcément aléatoire, ça dépend un petit peu des millésimes, de la disponibilité des millésimes. Et tu vois, je vais te rajouter un ou deux paramètres de plus par rapport à ce que j'ai dit juste avant. J'ai expliqué que la notion de notes, de millésimes, etc. Il y a aussi la taille du millésime. On a des millésimes sur certaines régions qui peuvent souffrir d'aléas climatiques, par exemple. Et même en ayant une très jolie qualité, on a eu par exemple le cas assez récemment en Bourgogne, on peut avoir un volume disponible très restreint. Donc du coup, la disponibilité du millésime, avant même que les vins commencent à être consommés, peut être très variable. Et voilà, tout ça, ça joue sur le prix final. J'ai des questions sur certains des paramètres que tu mentionnes pour valoriser le vin que je trouve intéressant. Alors la notoriété de la maison, ça c'est, je pense que c'est quelque chose qui est, on va dire, palpable. On peut, voilà, en fonction de l'historique, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément remettre en question. En revanche, ce qui est millésime et notes dont tu parles, en fait, qui est-ce qui fait les notes, en fait, et à quel point c'est vraiment objectif et sur quels critères il se base pour noter en fait ces vins. Alors c'est objectif. Alors il y a beaucoup de gens qui peuvent noter les vins, mais après nous on va s'appuyer sur des critiques qui sont reconnus, ultra reconnus internationalement. Hein. Donc ça va être il y a quelques grands magazines internationaux avec quelques très grands critiques qui ont chacun leur prisme avec leurs préférences, etc. Donc ça c'est notre rôle un petit peu de filtrer tout ça, mais qui vont définir des notes et qui sont objectifs parce qu'ils vont pas noter seulement une propriété toute seule. Ils vont la noter par rapport sur le millésime, ils vont noter les voisins, ils vont noter. Donc il y a une vision très large d'un millésime. Et tout à l'heure, je faisais référence aux sorties primeurs. Donc là, c'est un petit peu un cas particulier parce que les sorties primeurs, comme tu sais, sont des vins qui sont au tout début en fait. Hein. Donc là, on vient de finir les 2021. Là, c'est à Bordeaux. Donc ce sont des vins qui ont été produits l'année dernière. Hein. Et donc qui sont pas rentrés, qui vont tout juste commencer leur cycle d'élevage en barrique, etc. Donc ce sont des vins, je dirais vraiment dans leur prime jeunesse. Hein, et donc les vins vont être redégustés plus tard, une fois qu'ils sont en bouteille, qu'ils ont fait leur élevage. Donc il y a des notes comme ça qui cadrent un petit peu et qui vont être affinées par la suite. Mais les notes non sont objectives. Franchement, les très grands dégustateurs les notes sont objectives. D'accord, ouais, c'est comme des critiques culinaires pour les étoiles Michelin, quoi. C'est pareil, c'est exactement pareil. D'accord. Ouais. Donc on se base en fait, on dépend un petit peu d'experts expérimentés, on fait confiance au fait qu'ils ont quand même des des arguments derrière. Mais ouais, d'accord. Et c'est noté aussi l'aspect offre et demande. Effectivement, si la production est moindre à cause de conditions climatiques, il y en a moins sur le marché, donc. Exactement. Et puis avec le phénomène que je te disais au tout début, c'est-à-dire que la consommation, c'est-à-dire que le vin, en fait, un vin, on va avoir un cycle de vie par rapport à son apogée, tu vois. Et si c'est un vin qui a une apogée au bout de 15 ans, on va dire, à partir de 15 ans, je dirais les premières années, il y a un petit peu d'échanges comme ça, un peu spéculatifs. Puis plus on va s'approcher du moment de l'apogée, plus la notion de consommation va à la fois réduire les vins disponibles et à la fois il y a une demande très forte parce que ce sont des vins qui sont juste à leur maximum. Donc les grands amateurs
se battent pour aller chercher des bouteilles, vous voyez. Donc parce que ce sont des grands vins et qui procurent juste un plaisir extraordinaire. Donc voilà, il y a tout ça qui se mélange et qui joue sur le prix également. Ça aussi, l'apogée, c'est basé sur, enfin, la durée, enfin, la date de l'apogée, l'année, on va dire, c'est aussi basé sur les mêmes types de références, en fait, hein, des experts qui. Oui, des experts, bien sûr, tout à fait. Et puis on se fait notre propre idée aussi, hein. On déguste les vins, évidemment. Ouais. Ça fait partie des côtés difficiles du travail. Ouais, j'imagine. Alors sur la partie justement la variation en fonction de la consommation, enfin l'argument de dire que la revalorisation un petit peu automatique, pas automatique, mais du moins naturelle du vin, elle aussi liée au fait que les stocks se réduisent parce que la consommation forcément augmente, c'est un peu logique. Mais par le même effet, moi j'aurais tendance à dire, mais en quoi le vin reste donc résilient, puisque si on est sur une crise économique, moins de consommation, moins de réduction du stock, ça pourrait avoir un effet néfaste sur le cours du vin, en fait. Il y a vraiment une vraie résilience des cours du vin au travers des années, et comment tu vois ça? Alors il y a un paramètre qu'il faut que je te rajoute à ça, c'est que, et tu vas comprendre tout de suite, c'est que je dirais, c'est une question d'équilibre offre-demande. L'offre est basiquement limitée parce que les grands terroirs, c'est un clos en particulier sur d'un grand cru bourguignon, et voilà, la surface elle n'est pas extensible. Donc voilà, donc là, je dirais il y a une offre qui est basiquement limitée, et en fait il y a une demande qui a explosé et qui continue de grandir en fait pour plusieurs raisons, parce que les marchés se sont internationalisés. Donc aujourd'hui on trouve des grands amateurs de vin partout dans le monde, hein. C'est plus une consommation locale, hein, c'est une consommation. Je parle de ces grandes bouteilles, sont consommées partout dans le monde, et singulièrement l'Asie, par exemple, sur les dernières 10 années, après une part assez importante. Donc on a une augmentation de la consommation, et c'est le vin, c'est un bien culturel. Donc je dirais, tu as des gens qui, quand ils accèdent à un niveau de revenus, c'est une sorte de statut social aussi d'aller dans cet univers-là. Ça fait partie des biens, voilà, comme une très belle montre. Voilà, ça fait partie des choses qui, dans la psychologie des gens qui ont une certaine aisance, qui sont importantes. Donc on vivent ensemble, je dirais, des grands amateurs partout dans le monde, et il y en a de plus en plus partout dans le monde, pas seulement en Europe, hein, ça c'est clair. Et puis il y a aussi une forme de consommation, je dirais, de nouveaux consommateurs qui rentrent sur le marché, des gens qui sont devenus aisés et qui apprennent à devenir des grands consommateurs aussi. Après, c'est une question de formation et je dirais, donc la base de la demande, elle croît en permanence en fait, hein. Elle croît en permanence, et ça explique aussi la valorisation progressive des vins, millésime après millésime, parce qu'il y a une demande qui grandit, quoi, mondialement, qui grandit. Et je vois pas, donc dans le cadre que tu disais, quand il y a une secousse sur un marché donné, pour que ça affecte la consommation, la demande mondiale, il faudrait que ce soit violentissime. Ouais, il faudrait que ce soit ultra violent. Et je vais te donner des exemples des dernières crises, tu vas comprendre. Mais il faudrait que ce soit très très violent, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'acteurs. Tu m'avais posé au début la question sur les acteurs du secteur, et je t'ai parlé plus des régions, mais t'as des acteurs, t'as beaucoup d'intermédiaires, t'as des négoces, des wine merchants un peu partout, et qui achètent, qui revendent, etc. Et puis il y a toute une structure de distribution qui est là vraiment destinée à la consommation finale, avec une grande capillarité. Il y a énormément de gens partout dans le monde, en fait, hein. Dans le plus petit coin, on va retrouver quelqu'un qui a un accès, qui achète de manière privilégiée, etc. Et du coup, il y a des vins de partout. Les vins se distribuent mondialement. Et donc, avant qu'il y ait une secousse, tout n'est pas regroupé sur des marchés financiers vins, entre guillemets, hein. Donc, ces grandes bouteilles ont cette double vie, cette vie, je dirais, de biens qui s'échangent avec une valorisation derrière, et une vie de vin qui se distribue pour une consommation finale. Et les deux s'interpénètrent, tu vois. Donc ça n'affecte pas si fortement. Et d'ailleurs, du coup, ce que tu disais est tout à fait juste. Si on regarde la corrélation des marchés, de la valeur du vin par rapport au marché financier, par exemple, la corrélation, elle est ultra faible. Elle est ultra faible comparée à d'autres secteurs. C'est ultra faible. Une corrélation de 0,005. C'est très très loin de l'or, des marchés immobiliers qui bougent très vite en fonction des voilà. Donc tu connais ça du coup mieux que moi. Donc il y a beaucoup de secteurs qui bougent très vite en fonction de l'évolution des marchés financiers.
Le vin, assez peu. La dernière fois où une évolution systémique globale a eu un effet sur les cours, réellement, c'était en 2008, où il y a eu une baisse ponctuelle. Hein. Alors quand la bourse baissait de 30, ça a eu un effet de 9%, je crois, sur le panier des très grands vins, ponctuellement. Quelques mois après, ça avait déjà été dépassé. Donc, et tu vois, la crise de 2011, à l'été 2011, par exemple, la crise avec la Grèce, etc. Là, enfin, les marchés, la valorisation des vins était au plus haut à l'époque. Donc, ça avait eu aucun effet. Donc, je dirais, il y a une décorrélation du secteur assez forte, pas 100%, mais une décorrélation très très forte. Donc voilà, c'est un peu une sorte d'actif qui suit son chemin, qui peut pas avoir je dirais sauf un vin spécifiquement, mais de manière quand on gère les choses avec un panier, un portefeuille de vins cohérent, il peut pas y avoir des très très gros écarts. Donc c'est peut-être moins glamour que certaines choses qui sont annoncées comme avec des performances exceptionnelles, mais globalement ça progresse et assez fortement dans le temps, quoi. D'accord, ouais, donc t'es pas inquiet sur l'aspect parce que bon là probablement on va rentrer en récession, même si on est sur ce cadre-là. Enfin voilà, de par la capillarité du réseau, etc. T'es pas inquiet sur le fait que le cours, peut-être ils vont pas continuer à monter, mais en tout cas ils seront résilients, ils vont rester plutôt plus ou moins stables au minimum, quoi. Ah oui, oui, moi je pense que ça va continuer à monter. Je suis pas du tout inquiet, ça va continuer à monter. Après c'est les millésimes qui à comparer les uns par rapport aux autres. Mais tu vois, en 2021, ça a progressé énormément. Quand la crise en Ukraine, enfin la guerre en Ukraine a été déclenchée, ça a eu aucun effet sur la valeur des vins. Tu vois, on sort d'une campagne primeur à Bordeaux qui s'est faite à des prix plutôt élevés, à ma surprise d'ailleurs. Je pensais pas que ça serait aussi élevé. Et certains crus ont un peu patiné, mais globalement ça fonctionne plutôt bien. Donc je vois pas de raison fondamentale, tu vois. Il faudrait que pour que ça affecte, alors, on peut jamais être certain de rien, hein, ça c'est clair. Et pour tout investissement, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe mondiale et que tout le monde soit gelé, vous voyez, tu vois, coincé. Non, il y a une dynamique très très forte, quoi. Ouais, faudrait imaginer la baisse de la consommation et disruption également de tout ce qui est logistique, etc., qui fait que aujourd'hui on peut fluidifier entre la production et la vente. Ça pourrait être aussi un gros choc, mais là ça serait un peu Armageddon, quoi. Ah oui, exactement. Donc je pense qu'avant que ça affecte le vin de manière durable, il y a d'autres choses qui vont être touchées bien plus fortement avant. Et alors du côté pratique pour l'investisseur, du coup, quoi, comment est-ce que comment on achète le vin? Est-ce qu'il y a une période pour l'acheter en particulier? Est-ce qu'il y a des choses à suivre en particulier, que ça soit sur le marché primaire, secondaire? Comment ça se passe en fait? En général, moi, je te parle des clients que je pratique, qu'on pratique au sein de Cavissima. Hein. En général, de manière générale, ce sont des clients, donc ce sont des clients privés. C'est des gens comme toi et moi qui diversifient leur patrimoine. C'est-à-dire qu'ils vont pas mettre tout leur investissement dans le vin. Ça, je pense on le conseillera à personne. Je pense qu'il faut diversifier les investissements. Donc c'est des gens qui vont mettre 5-10%, tu vois, de leur de ce qu'ils souhaitent investir en patrimoine, etc. dans le vin. On essaie de se mettre à l'écoute de ces clients-là, en essayant par contre, de leur faire des propositions qui soient le plus cohérentes possible par rapport à notre expérience, ce qu'on maîtrise, le vécu, etc. Donc, on va leur proposer en général un portefeuille de vins avec des grands Bordeaux, des grands Bourgogne, des grands vins étrangers. Voilà, donc on va constituer un portefeuille. Il peut y avoir des vins d'autres origines françaises mais donc un portefeuille diversifié, je dirais, avec une part de vins, ce qu'on appelle alors ça c'est le jargon du secteur, mais de livrables, donc des vins qui sont déjà en bouteille, je dirais, tu vois, ce qu'on appelle des vins livrables, en bouteille, en caisse, et puis de vins primeurs, donc ça on parle de Bordeaux, donc des vins qui sont au prix de marché en anticipation en fait, hein, qui sont encore dans leur barrique, donc des vins primeurs. Donc on essaie de leur proposer quelque chose et puis c'est le client qui va faire son choix final. Le client c'est toujours le client qui choisit in fine ce qu'il veut prendre parce qu'il y a des préférences. Après on essaie de les inciter à maintenir des équilibres comme ça. Après s'il y a quelqu'un qui est fan d'un secteur donné, d'une région et qui veut absolument
surpondérer. Enfin, après c'est son choix. Hein. Mais voilà, donc ça c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu mets en avant, voilà, pour une sélection typiquement pour un client, il peut choisir entre quoi et quel est l'avantage, l'inconvénient de ces critères. Par exemple, tu lui dis voilà la région, le rendement qui avait été fait sur cette propriété sur les derniers millésimes des années avant, l'horizon, l'apogée, tout ça. Qu'est-ce qui est dans la balance en fait pour que l'investisseur fasse son choix dans ce genre de truc. Donc, alors déjà, ce qu'on a en tête, c'est que dans le secteur du vin, l'investissement, il se fait sur un horizon assez long. Donc, c'est même si un client souhaite revendre après 2 ans, il peut le faire évidemment, ou après quand il veut. En fait, il est libre évidemment. Mais je dirais l'horizon est plutôt de 5 ans, 7 ans. Après, on a tous les cas possibles. Hein. Donc, pour essayer d'optimiser la valorisation. Donc, après, il y en a qui vont garder les vins beaucoup plus longtemps, et d'autres qui ont des cycles plus courts. Donc ça c'est le choix de chacun. Mais donc les clients, nous on va uniquement leur proposer des vins qui rentrent dans les 2 caractéristiques que je t'ai citées au début, c'est-à-dire des vins qui se valorisent, sur lesquels on a de l'expérience, et des vins qui soient liquides. À partir de là, on va leur proposer alors c'est différent de mettre un premier grand cru classé d'un second à Bordeaux, par exemple, de ce qu'on appelle les super seconds, d'un troisième, etc. Donc on va se limiter à ces vins de la caractéristique que j'ai mentionné, et après on va essayer d'équilibrer, si je pars sur Bordeaux, de vins de différentes zones dans cette catégorie, mais qui est assez limitée en fait, parce qu'on parle de 35 propriétés maximum à Bordeaux. Hein. Sur la Bourgogne, on va aller chercher des premiers ou des grands crus. Donc on est vraiment sur un volume assez limité, et puis après sur les vins étrangers, on va avoir quelques vins italiens qui passent assez lourd parce qu'ils pèsent beaucoup dans les échanges, quelques grands vins italiens, donc ce qu'on appelle les super toscans, quelques Barolo, voilà, quelques grands espagnols, californiens, toutes les régions que j'ai citées en fait. Hein. Et en fait, donc on va essayer d'avoir un portefeuille, en tout cas de suggérer un portefeuille qui soit équilibré, c'est-à-dire qui est à la fois des Bourgognes, des livrables bordelais, des primeurs également, et des grands vins étrangers. Ouais, l'idéal pour nous, c'est ça. C'est pour que le client puisse optimiser. Après, encore une fois, c'est son choix à la fin. La raison de la diversification, c'est parce que il y en a certains qui vont fatalement performer moins que d'autres, parce que on semblait quand même dire là depuis le début de la conversation que c'était plutôt l'avenir était plutôt rose, il y allait avoir de la revalorisation de toute manière, que ce soit pas voilà, entre 2 et 10%, je dis dans les grosses masses, mais tu diversifies parce que tu n'es jamais à l'abri qu'il y en a un qui finalement performe moins bien que l'autre, c'est ça ou? Oui, effectivement, t'en as qui peuvent performer plus ou moins bien. T'as des vins qui sont, je dirais. Après, ça dépend aussi des stratégies des propriétés, tu vois. Des propriétés qui vont sortir sur des prix plutôt élevés en anticipant la valorisation, tu vois. Mais mais il y a quelques grosses machines qui ont un côté, je dirais, presque mécanique, qui vont prendre une valeur quoi qu'il arrive, parce que tu as l'historique des millésimes par rapport aux notes, tout ce que je t'ai dit avant, et on sait que le vin va prendre de la valeur, mais par contre sur un délai un peu plus long. Donc au début, ça va être un peu plus lent à démarrer. Et ça, c'est vrai dans toutes les régions. Hein. Et puis tu as des domaines, des marques, je dirais, hein, qui vont avoir un potentiel de valorisation une volatilité plus grande au départ, tu vois, une potentialité plus forte. Les seconds vins de premier grand cru, par exemple, vont être très demandés au début. Après, ça va un peu plus se ranger. Donc, on essaie de mixer un peu tout ça, pour mixer les potentiels et les risques aussi. Et puis, comme tu dis, les régions, on n'est pas à l'abri. Tu vois, il y a une énorme progression sur la Bourgogne. On pense que ça va continuer, mais je suis pas devin non plus. Tu vois, donc est-ce que à 10 ans, donc c'est important. Enfin là, aujourd'hui, vu les volumes disponibles et comme ça s'arrache, je vois pas comment ça pourrait changer d'orientation. Mais je trouve que c'est prudent, en tout cas, de mettre des pépites. On met de temps en temps, on propose, et on le dit en fait aux clients, hein, en disant, tiens, on vous propose ce vin-là, par exemple en Italie, qui aujourd'hui fait pas encore, qui a pas eu de progression. Il est sur les starting blocks. Il est en train on sent c'est en train de prendre. Il s'échange beaucoup. Aujourd'hui, je dirais, il prend pas beaucoup de valeur, mais par contre, il peut en prendre beaucoup dans le futur. Nous, on pense que il est plus en mode start-up, entre guillemets, tu vois. En fait, notre rôle, tu vois, le rôle d'un acteur comme nous, c'est de donner le maximum d'informations aux clients
pour qu'il soit, en fait, pour qu'il rentre dans le jeu et qu'il se fasse son. Alors il y en a qui veulent garder de la distance et qui sont pas trop amateurs, je dirais, dans l'âme, mais je dirais très très grande majorité, ce sont des profils qui adorent le vin, qui ont envie d'apprendre et qui prennent plaisir. Tu sais, une des premières choses qu'on fait pour les clients, c'est qu'on leur donne un accès à un espace client qui leur est dédié avec tous leurs vins, et ils ont des infos en permanence sur les notes, la valeur des vins, de différentes sources, tu vois, le Wine Decider, Livex, etc. Ils ont des tas d'infos, et les geeks ils peuvent s'éclater à regarder, à faire des courbes, tu vois, à sentir et à se faire leur propre opinion. Et puis il y en a certains qui après, dans les investissements ultérieurs, ont décidé très arrêtés sur leur choix futur, tu vois. C'est très bien. C'est très bien, ils se prennent au jeu parce qu'ils voient ce qui fonctionne, Après, on essaie de pondérer un petit peu et de leur donner le plus d'éléments actualisés, le côté la sensibilité du secteur. Mais après, je dirais les données, l'important c'est qu'ils aient accès et qu'ils puissent jouer avec, entre guillemets. Ouais, qu'ils fassent un investissement le plus informé possible, sachant que leur décision leur appartient de toute manière sur la fin. Exactement. Et un point que je t'ai pas précisé, excuse-moi, je te coupe, mais je te disais dans les profils la plupart des investisseurs aussi, chez nous, on a la double casquette. Ils ont à la fois la casquette investisseur et la casquette plaisir. Tu vois, on a beaucoup d'expatriés. Et en France, pareil, nous disons qu'ils vont avoir à la fois une cave, je dirais, d'investissement et une cave de consommation, tu vois. Et donc, ils vont décider. Alors, il y en a certains qui, clairement, ils le disent d'ailleurs, jouent sur le côté investissement pour financer leur cave pour boire des grandes bouteilles. Ça arrive. Hein, mais et puis, il y en a qui ont vraiment ce côté dichotomie, enfin, qui jouent sur les deux tableaux. Et typiquement, on a des clients partout dans le monde, hein, dans 80 pays, donc qui vont investir. Par exemple, typiquement un expatrié, il est basé à Singapour, il fait son petit investissement d'un côté, et puis de l'autre côté, il va avoir sa cave et il constitue sa cave pour le jour où il revient en France avoir une cave extraordinaire qui vendra pour partie pour financer son investissement, ou éventuellement il décidera d'ouvrir quelques caisses et se faire plaisir, tu vois. Donc c'est un petit peu il y a ce côté ambigu un petit peu qui est sympa. Alors t'as piqué un peu mon intérêt sur l'aspect ouais. non sur l'aspect justement, tu parlais de start-up, tu vois, de choses. Qu'est-ce qui font de profil, start-up sur un vin en particulier, qu'est-ce qui font qu'un vin, que la valeur d'un vin explose notamment, tu vois. Tu parlais, il y a des valeurs sûres avec des grosses maisons, celles-ci elles sont un peu chères, donc c'est bien d'avoir en portefeuille, mais tu peux avoir aussi en portefeuille pour contrebalancer des valeurs où tu penses que là il y a vraiment un gros potentiel. Et puis j'imagine que avec les informations que tu donnes aux investisseurs, les geeks, la fameux geeks qui se mettent dessus, il y en a qui doivent faire quand même des belles performances. Qu'est-ce que tu dirais dans le passé, hein, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais qu'est-ce qui fait selon toi qu'un vin explose en fait? C'est vraiment typiquement la notoriété d'un coup, il passe dans je sais pas, n'importe quoi, dans un média, dans une pub, une série, un sitcom, je sais pas quoi, et il attire du coup par la consommation, le prix va exploser. Il y a d'autres paramètres. Enfin, c'est quoi qui fait qu'un vin particulièrement va vraiment bien performer quoi? Alors, je vais essayer de répondre à ta question. C'est pas simple, mais t'as plein d'exemples. T'as plein d'exemples. T'as typiquement. Alors, je vais prendre l'exemple le plus facile, c'est des vins de régions, soit des gens des stars qui apparaissent de nulle part en fait. Hein. Pour prendre l'exemple le plus facile, ça va être des vins étrangers en fait. Il y a quelques vins, quelques grands Italiens qui sont sortis il y a pas si longtemps et en l'espace de quelques années qui ont pris beaucoup de place. Hein. D'ailleurs, dans les échanges que je te disais, quand je te disais qu'on suivait les échanges, les flux pour mesurer la liquidité. Hein. Les grands Italiens ont pris une part assez importante sur le Livex par exemple, là, un site d'échange là, anglais qui est assez référence dans le secteur. Et ils ont pris une part importante. Et donc tu peux avoir un acteur qui sort du lot parce il est sur un terroir exceptionnel, mais il était un peu hors des radars. Tu vois, il y en a quelques-uns qui vont le découvrir et il va commencer à être mis en marché de manière par quelques experts, et puis après il va venir sur des places, ce qu'on appelle les places. La place de Bordeaux en est une par exemple, où les Anglais sont assez forts aussi pour identifier une pépite, etc. Donc tu peux avoir cet ovni qui arrive de nulle part, et donc nous on essaie de suivre ça.
il y en a quelques-uns, où, comme je te disais, aujourd'hui on voit pas encore les cours exploser, mais on pense qu'il y a toutes les caractéristiques pour que ça se passe dans le futur. Donc ça peut être une caractéristique. Et après, sur des secteurs plus classiques, même plus établis, même à Bordeaux, je te dirais, t'en as quelques-uns qui ont des stratégies. C'est plus une stratégie de prix de la propriété. Tu vois, il y a quelques propriétés qui sont pas nombreuses, mais qui ont des stratégies de prix volontairement basses, en dessous de ce que je dirais les professionnels pourraient à ce à quoi ils devraient s'attendre. Donc tu te dis bon, ce prix-là, ce vin-là, il devrait sortir à 80. Ah ben tiens, il sort à 20 euros de moins. Et tiens, donc du coup, tout le monde sait qu'il y a une valeur immédiate disponible, et je dirais, tout le monde va s'arracher le vin. Du coup, ça fait monter le prix très très vite, et il y a un effet d'entraînement, tu vois. Donc ça arrive aussi. Donc il y en a quelques-uns qui sont très malins et qui ont une vision, je dirais, qui a envie de rémunérer, je dirais, les acteurs qui vont porter la marque, tu vois. Donc c'est un peu, c'est un mélange de tout ça. T'as la personnalité du propriétaire ou du directeur de propriété, du winemaker, enfin tout ça qui peut jouer. Les notes, en fait, il peut suivre tous ces paramètres-là, et tu vois, identifier ce qui pourrait. Tu vois, j'ai une propriété, par exemple, que j'ai en tête à Bordeaux qui s'appelle Carmont-Briand, qui s'est valorisé énormément sur les dernières années. Alors que c'est un château qui est ultra répertorié, il n'est pas sorti de nulle part, hein. Mais il y a eu un pilotage, tu vois, Canon, à Saint-Émilion, Roson-Ségla ont un parcours un peu pareil, avec un positionnement prix qui a eu un effet d'entraînement très très fort, quoi. Ouais, donc ça c'est la stratégie commerciale typiquement de la maison, de pouvoir dire si je baisse le prix, je vais attirer du monde, ça va faire effet d'entraînement et je vais valoriser plus que si je l'avais simplement mis au prix du marché à la base. Exactement. Voire de se mettre un petit peu au maximum, tu vois. Donc c'est tout ça qu'on va suivre de près pour essayer de conseiller au mieux les clients. Voilà. Donc et puis comme je te disais, il y en a beaucoup qui se renseignent par ailleurs et qui arrivent très très solides, avec des certitudes et des idées très fortes, ce qui est très bien, c'est sympa. Du coup, on a des échanges assez riches. Ouais, j'imagine. Le vin, on l'achète donc en dématérialisé en ligne. On le stocke quelque part. On doit louer un local propre. Qu'est-ce que tu dis entre le stocker dans une solution tertiaire ou le stocker chez soi? C'est quoi le truc à faire? Enfin, nous, on recommande fortement de le stocker dans des conditions professionnelles, parce que le vin, c'est un bien qui s'échange, et on suit la traçabilité. Et je dirais, par exemple, typiquement, nous, les vins qu'on propose à nos clients, ce sont des vins qui viennent uniquement de sources ultra maîtrisées. C'est-à-dire qu'on va pas acheter, on participe pas à des enchères, on va pas aller chercher des vins qui viennent de sources non maîtrisées. Il faut que ça vienne de la propriété ou du négoce directement, qui est en relation directe. Et quand on va vendre sur le second marché, notre propre crédibilité sur les vins de nos clients, c'est parce que les vins sont stockés dans des conditions optimum, etc., etc. Donc il y a un saut de confiance, je dirais, hein. Donc on peut pas faire confiance aux ventes aux enchères, tu dis, en fait, c'est ça? non, c'est pas ce que je dis, mais je dis, tu sais, c'est un secteur qui est, alors déjà, on n'est jamais totalement à l'abri de fake, comment ça s'appelle, escroquerie, ouais. Il y a eu des cas tu sais, de bouteilles qui venaient pas du tout de la propriété, donc c'est sur des marchés assez matures, donc il faut faire super attention. Donc il faut vraiment s'assurer de l'origine, et ça, il faut vraiment s'assurer d'accès à des vrais professionnels. Et puis donc, et en plus, tu as une notion de conservation. Imagine, tu achètes une caisse d'un vin qui vaut très très cher, et aux enchères, tu sais pas dans quelles conditions il a été stocké. Aussi bien le vin, il a pris un coup dans l'aile et il est plus du tout au niveau qualitatif requis, quoi. Tu vois, donc c'est pour ça que nous, enfin, à titre perso, si j'ai envie de prendre le risque, moi, de m'acheter une caisse pour ma consommation, tout va bien, tu vois. Mais par contre, dans un cadre d'investissement pour un client où il faut qu'il y ait une traçabilité, non, il faut que ce soit ultra verrouillé, quoi. Donc c'est pour ça que après, des clients qui ont la capacité de stocker peuvent stocker, évidemment, chez eux. Mais après, c'est un choix. Nous, typiquement, ce qu'on propose, on stocke les vins. Alors il y a un aspect technique aussi, c'est l'aspect, quand on parle d'investissement, on est sur des vins stockés hors douane. Donc il n'y a pas la TVA, toutes les taxes, les accises, etc. Donc ils sont stockés dans des endroits exprès,
C'est comme ça que ça se passe. Donc nous, on les stocke par exemple au port franc de Genève. Et nous, il y en a des concurrents, collègues anglais qui font ça dans des bonded warehouse à Londres, etc., qui sont hors douane. Et donc, ce sont des vins qui n'ont pas subi de taxation, et donc qui peuvent s'échanger de place à place à l'international comme ça. Ils sont sur des marchés ouverts. Alors qu'un vin qui a été acheté, qui a été stocké, où tous les droits ont été payés, après, c'est beaucoup plus difficile de valoriser derrière. En tout cas, il y a ces taxes qu'il faut récupérer. C'est pas du tout la même chose, quoi. Donc nous, c'est vraiment typiquement ce qu'on recommande à nos clients, et ça permet de stocker dans un endroit ultra prévu pour, avec toutes les assurances qui vont avec, etc. C'est quoi les coûts de stockage et les coûts d'assurance sur des vins qu'on achète en ligne? Alors les coûts de stockage, ramenés à la valeur du vin, c'est rien, parce que on parle de quelques centimes par an, hein, donc une dizaine de centimes, on est vraiment sur c'est tout petit, mais c'est pas neutre, hein. Et puis par bouteille, hein, donc c'est pas des coûts, c'est des coûts qui restent significatifs. Et après après c'est un coût d'assurance classique, hein, donc on parle de, alors j'ai même pas la valeur en tête actualisée, tu vois, mais si tu me laisses je peux te le chercher en 2 secondes. C'est sur le site, hein, donc je l'ai 0,2%. Tu vois, j'avais 2, ça fait que c'était moins de 1, mais j'avais plus 0,2% par an. Donc les coûts de stockage, c'est seulement 0,2% du montage du total, quoi. Exactement. Okay. C'est tout petit. Et comme je te disais, notre métier, c'est pas de vendre de l'assurance, c'est d'assurer que les clients et puissent avoir le vin, les services qui vont bien. Donc on transfère juste le coût d'assurance et le coût de stockage, en fait. C'est pas notre métier, ça. Ouais. À ce prix-là, j'ai l'impression que dans l'optique investissement, il y a aucun intérêt à le stocker son vin chez soi, quoi. Franchement, aucun, parce que je te dirais, si ton vin il est stocké chez toi et que tu peux pas garantir les conditions de stockage, tu auras une moins-value à la revente, parce que des acteurs comme nous rachèteront jamais. Ce sera que des acteurs de seconde zone. Enfin, ce sera pas les professionnels n'achètent que. Et tu vois, on se connaît, c'est un petit milieu, donc il faut vraiment on travaille qu'avec des gens qu'on maîtrise, voilà, qui sont établis. On peut pas prendre de risques, donc c'est vraiment un métier de professionnel. Et pareil, les acteurs avec qui on va travailler quand on revend les vins des clients à leur demande, hein, ça va être des acteurs établis et qui nous mettent sur une carte. Ils savent où sont stockés les vins, pourquoi. Donc ça joue sur la valeur finale, hein. Donc franchement, le coût de stockage et d'assurance, il vaut mieux le mettre dans les mains de professionnels au bon endroit, quoi. Le ticket d'entrée pour l'investissement en vin, il commence à quoi? Il commence à combien à peu près? Est-ce que t'as des paiements fractionnés? En fait, alors là je parle des gens qui vont vraiment sur ce côté investissement. En général, ça démarre rarement en dessous de 20 000 euros comme investissement initial, tu vois. Combien tu dis? 20 000. 20 000 euros, d'accord, ok, ouais, quand même. On peut faire des exceptions, mais en général, c'est 20 000 euros, parce que pourquoi un chiffre comme ça? C'est que, en fait, c'est pour pouvoir, ça répond à la conversation qu'on avait tout à l'heure. C'est la constitution de la cave. On va mettre en cave uniquement des vins en caisse, hein, donc ce sont des vins, il y a quelques exemples où c'est à l'unité, mais en général, ce sont des caisses. Et donc, c'est des vins, tu vois, tout à l'heure, je parlais de Margaux, une bouteille de Margaux en primeur, ça vaut autour de 500 euros les derniers millésimes. Tu vois, donc c'est une caisse de 6, ça fait vite. Donc si tu veux avoir une diversification du portefeuille de la cave que tu constitues au départ, il faut une valeur minimum, sinon c'est très difficile d'avoir quelque chose d'équilibré et qui fasse sens, quoi. Donc sur un ticket à 20 000, tu mets donc les coûts assurance, stockage, c'est négligeable, et on obtient. Tu parlais de rendement notamment moyen, par exemple à 7%. Qu'est-ce qu'il en est en termes du coût de fiscalité, savoir quelle est la fiscalité qui s'applique sur cet investissement en termes sur les plus-values notamment? Ça, c'est le bonheur du secteur, c'est que les plus-values ne sont pas fiscalisées tant que l'échange ne dépasse pas 5 000 euros, enfin, sur une unité de vente. Donc il faut, pour que la plus-value soit fiscalisée, il faut que la valeur de la bouteille vendue dépasse 5 000 euros. De la bouteille. Oui. Donc sur une caisse de 20 000, par exemple, notre caisse de 20 000, s'il y en a aucune qui dépasse 5 000 à l'unité en termes de plus-value, mais qu'en l'ensemble on arrive quand même à une plus-value de, je sais pas, n'importe quoi, de 10 000 euros, c'est net de taxes.
C'est net de taxes, oui, c'est un bien meuble et donc il y a des textes de loi donc là aussi qui sont accessibles sur notre site là. Donc alors, sauf à ce que je dirais c'est quelque chose qui est là depuis les années 80 hein, donc c'est pas quelque chose de nouveau hein. C'est une fiscalité qui était au départ liée à l'art. Donc on fait partie de ces biens-là et qu'on a cet avantage de fiscalité donc qui est plutôt sympathique pour les investisseurs. Ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on a fait une émission avec Jean-François Faure sur de haut coffre en fait, l'investissement dans l'or, et il y avait aussi certaines dispositions fiscales intéressantes qui se reprochent un petit peu. Il y avait des choses aussi en termes de succession. Je sais pas si c'est le cas du vin notamment, non il y a des trucs en particulier de. Ça, je maîtrise pas. Je maîtrise pas. Ouais, je maîtrise pas. Je saurais pas te dire. Mais là après on est sur un autre type d'actif, on est sur du périssable, donc effectivement comme tu disais, si tu dépasses la valeur de l'apogée, la valeur chute complètement, donc on n'est pas sur l'or, ça sera toujours, on peut le garder de génération en génération. Le vin finalement on peut pas quoi. Oui, on peut le garder assez longtemps quand même. Fait les très grandes bouteilles, il y a du temps, les très grands vins, mais effectivement c'est pas ad vitam aeternam. Sur le cadre juridique, il y a peu de changements non plus parce que je parle de ça parce que j'ai l'impression qu'il y a un engouement, et tu me diras d'ailleurs, mais il y a quand même un engouement récent sur l'investissement en vin. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a un cadre réglementaire qui soit peut-être plus ouvert, ou est-ce que qu'est-ce qui fait qu'il y a peut-être plus de demandes en ce moment sur le vin que des années? Alors, je te dirais, c'est un avis perso. Il y a rien qui a changé. C'est juste un effet, je dirais, on est au tout début d'un rattrapage. Il y a des pays où l'investissement dans le vin est présent et dans la tête de tout le monde depuis très 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 longtemps. Je t'en cite un par exemple, c'est l'Angleterre où les actifs comme ça qui sont stockés dans ces stockages, ces bonded warehouse pour le compte de clients, pour pouvoir les consommer dans le futur, pour pouvoir les revendre, etc. C'est juste colossal en valeur. Il y a un flux énorme qui va vers l'Angleterre depuis 20 ans, 30 ans. C'est juste, c'est culturel, quoi. Et de d'autres pays où c'est beaucoup le cas. La Suisse, c'est pas mal le cas. On va retrouver en Allemagne un petit peu aussi. Et puis en France, en fait, pays producteur, ce côté attractif, c'était connu vraiment de quelques experts, mais c'était assez peu démocratisé entre guillemets. Donc ça fait pas si longtemps que c'est sur le devant de la scène. Et par contre, comme il y a on a parlé de données financières tout à l'heure, ça attire beaucoup, et du coup c'est en train d'augmenter assez fortement. Nous on a beaucoup de demandes, hein, on a une activité qui grandit vite, mais je te dirais de manière générale, c'est un secteur qui reste assez nouveau, malgré la présence de grands vins depuis des centaines d'années en France, quoi. C'est amusant. Alors que les Anglais l'ont compris depuis longtemps. Ils sont beaucoup plus business que nous, en fait, hein, mais ils l'ont compris depuis longtemps. Et par contre, là, j'en profite pour le dire, il y a aussi un aspect important, c'est que dans le secteur, et ça, il faut surtout que je veux le transmettre, c'est qu'il y a des escrocs, hein. Donc, faut faire attention. On voit régulièrement. Donc, nous, on fait partie des quelques structures qui sont agréées AMF. Hein, donc ultra vigilant, et on voit sans arrêt souvent des gens qui arrivent de nulle part, qui copient des contenus chez les pros entre guillemets, pour se donner une sorte de légitimité, et qui peuvent copier des contenus y compris de podcasts comme celui d'aujourd'hui, pour les rattacher à pour leur se donner la crédibilité, alors qu'en fait derrière il y a rien du tout, quoi. Donc il faut vraiment, moi j'engage tous les gens qui sont intéressés de vraiment prendre des infos, aller sur le site de l'AMF, voir qui est sur la liste blanche. C'est super simple, hein, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, et plutôt que d'aller répondre à des gens qui arrivent de nulle part. Enfin, je pense que l'essentiel des investisseurs sont assez avisés pour pas faire mais on a des clients qui nous ont raconté se sont fait avoir avant d'arriver chez nous, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Et qu'est-ce que tu dirais seraient les grandes différences en fait, parce que là je vois que finalement que des avantages, à part entre guillemets le ticket d'entrée qui est quand même conséquent, mais un bien qui se revalorise bien, où il y a une certaine stabilité des cours, résilience par rapport aux crises économiques, et qui a la liquidité, fiscalité assez douce aussi. Quels sont les points noirs du coup? Est-ce que et comparé peut-être à d'autres produits de placement, en fait, voilà, est-ce que c'est vraiment comme une assurance vie? Est-ce que c'est comment tu vois les choses d'un point de vue investisseur, avec l'investisseur avec qui tu parles, en fait, comment tu vois l'investissement vin, et tu argumentes là-dessus?
Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, nous, on freine toujours un petit peu. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas qu'ils mettent tous leurs biens. Enfin, ouais, tu vois, c'est vraiment d'être raisonnable. Et je trouve que c'est le côté diversification, ça fait sens. Nous, on essaie de les orienter vers la diversification, y compris pour leur portefeuille à eux de vin. Tu vois, donc je trouve que d'avoir une diversification de manière générale, c'est intelligent. Alors, effectivement, le vin, alors, sur les dernières années, quels sont les risques qu'il y ait un jour plusieurs millésimes surcotés, tu vois, en termes de prix, qu'il y ait un réajustement. Tu vois, dans l'histoire, dans les 20 dernières années, il y a eu par exemple un millésime à Bordeaux qui a été un prix idiot, et ça a créé des décalages. C'est-à-dire que la prise de valeur, enfin, le vin s'est retrouvé en valeur moindre, enfin, d'échanges moindres parce qu'il y a des gens qui ont paniqué, etc. Puis après, les cours naturellement sont venus rattraper. Donc, je dirais, pour ceux qui ont été patients, les choses se sont récupérées derrière. Mais c'est le seul exemple que je connaisse, tu vois, sur et on parle de quelques vins, quelques propriétés. Hein. Donc, pour te dire, moi, le risque, je le vois assez faible. Le seul risque, c'est effectivement que à un moment donné, il y ait quelques millésimes qui soient un peu moins qui sont pas bien positionnés en prix, mais en fait, si tu organises ton portefeuille avec des vins livrables de différents millésimes, de différentes régions, globalement, à moins que on se rende compte que médicalement, il faut maintenant, il devient interdit de consommer du vin parce que pour des raisons, je sais pas, enfin, franchement, je serais malheureux, mais pas seulement pour le boulot, mais à titre perso, mais mais, je vois pas de raison. Alors voilà, après, on peut être jamais certain à un moment donné, mais quand on investit sur un cycle assez long, tu vois, 4, 5, 6 ans, 7 ans, c'est des vins qui prennent de la valeur chaque année, donc et dont le volume disponible se réduit, donc je vois pas de risque majeur, tu vois. Ouais, bon, là, on voit que t'es convaincu. Et surtout, je insiste là-dessus, il y a la notion de consommation, quoi. L'essentiel de nos clients ont le type consommation. Il y en a quelques-uns qui ont un rapport un peu plus froid, mais c'est vraiment très rare, quoi. Donc c'est sympa parce que tu découvres, tu prends des infos. Alors certains, par exemple, sont bloqués par rapport aux vins étrangers. Puis ils se rendent compte puis du coup, hop, ils demandent de leur livrer une des caisses qu'ils ont en stock parce qu'ils ont envie d'ouvrir, parce qu'ils sont super intrigués par la valorisation, etc. Donc voilà, il y a un côté ludique qui est vraiment sympa, quoi. Ouais, ce qui serait l'équivalent pour un investisseur crypto de l'expression on est là pour la tech, quoi. C'est peu importe les cours. Voilà. Alors moi, ça me parle moins, mais je peux le comprendre. Est-ce que, bah écoute, on arrive sur la fin de l'émission. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être les ressources qui seraient importantes à avoir pour un investisseur qui veut se lancer, en fait, tout ce qui est par exemple ressources d'information, peut-être aussi de plateformes, d'échanges, de choses à avoir dans sa besace pour se lancer sur cette classe d'actifs? Les infos classiques, enfin, toutes les infos sont utiles, hein, donc toutes les infos sont utiles, mais je dirais les infos classiques sur lesquelles on va s'appuyer beaucoup. Par exemple, tu as une plateforme qui s'appelle le LiveX, LIVEX, c'est plus une plateforme de professionnels, hein, mais enfin, on peut y accéder. Après, nous, évidemment, on donne accès à nos clients aux informations, mais enfin, mais à titre privé, on peut aller faire un tour là-dessus. Après, il y a des tas de plateformes celle qu'on utilise, c'est Wine Decider. Là aussi, c'est une plateforme là qui est plus là pour mesurer, évaluer les prix de marché des produits. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent, nous, parce que ça nous permet toujours de calibrer les prix de marché, tu vois, d'aller chercher, ils vont aller chercher des prix sur les différents sites, etc. Donc ils vont compiler les informations consommateurs, et ça permet de positionner le prix, la valeur des choses. Donc ça, c'est ce genre d'informations où les investisseurs qui arrivent, donc il y en a qui sont super préparés, qui ont regardé un peu ce genre de choses et donc qui ont une idée des prix des vins, parce qu'on voilà, typiquement on va leur envoyer avant une liste avec des vins et proposer des prix, etc. Donc ils vont pouvoir aller checker, regarder et se faire leur propre idée, quoi. Mais voilà, donc je dirais tous les sites, aller sur le site des propriétés, voir ce qu'ils font, pourquoi. Après comme j'ai dit, il y a tous les aspects notes, mais on va les retrouver regroupés sur tout ça. Hein. Sur LiveX va reprendre les notes des principaux critiques.
Tu vois, enfin, nous, on compile un petit peu tout ça, mais elles sont disponibles un peu partout, ces informations-là, en fait. Il faut aller vraiment sur des sites pro, en tout cas. L'AMF aussi, à l'avoir en anglais toujours ouvert à côté pour vérifier. Oui, non, c'est des gens sérieux, heureusement qu'ils sont là. Donc, ils font en sorte de faire le ménage. Donc, pour ça. Donc, et d'ailleurs, quand on voit des choses pas claires, nous, on signale en permanence. Mais les petits malins, voilà, rebondissent sans arrêt. Donc, c'est pour ça que je demandais d'être vigilant. Ça marche. Super, Daniel. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a des, les gens qui veulent poursuivre la conversation ou entrer en contact avec toi, quel est le principal canal du coup pour vous rejoindre? Ah, mais écoute, le mieux c'est pour ceux qui seraient intéressés. Alors, on n'est pas les seuls acteurs, hein, mais donc en tout cas, comme j'ai dit, il n'y en a pas beaucoup qui sont agréés. Mais il suffit d'aller sur le site Cavissima. Cavissima, et en fait, il y a le côté cavissima.com. Là, tu vas avoir les deux côtés. Tu vas avoir le côté consommateur pur, hein, qui pèse très lourd chez nous. Hein, donc on est quand même aussi essentiellement là pour livrer aux clients ou stocker aussi pour eux, parce qu'on le fait aussi. Le client parisien qui veut avoir une belle cave, mais qui n'a pas la capacité de le stocker chez lui et qui se fait livrer au fur et à mesure de ses besoins. Hein, donc ça, on en a beaucoup. Donc il y a la possibilité d'acheter des vins. Et après, il y a la partie investissement. Et là, tout de suite, les gens rentrent, se renseignent et derrière ils sont rappelés ou voilà. Donc, sachant que comme j'expliquais, t'as beaucoup de gens qui nous appellent, y compris de l'étranger. Donc, on essaie de s'adapter au fuseau horaire des uns et des autres pour que ça leur convienne en fait. Hein. Ouais, non, il y a du pain sur la planche, j'imagine, avec tout cet engouement sur le marché, donner un avis un peu aiguisé en fait, un œil plus aiguisé à ces investisseurs. Mais je trouve que c'est intéressant et c'est ça qui est aussi vertueux dans ce milieu-là, c'est que la connaissance peut aussi germer et créer une sorte de communauté autour de gens qui peut-être connaissaient pas au début, sont devenus un peu plus experts et puis partagent leurs connaissances. Enfin, il y a des trucs à faire hein, aussi. Oui, on travaille y compris sur ce côté-là, hein, c'est-à-dire que sans forcer personne, mais je dirais d'amener du service. D'amener du service, créer ce côté un petit peu club, entre guillemets, hein, mais club sans forcer personne, parce que l'idée c'est juste de donner accès. On a des clients qui nous demandent d'aller visiter des propriétés, des choses comme ça. Donc nous on est là pour faciliter les choses et faciliter, leur amener une expérience la plus riche possible en fait. Hein. Donc voilà, donc on essaie d'être au petit soin entre guillemets, mais tout en gérant le flux de demandes. Et on le fait uniquement avec les vins qui cadre avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc sur la partie investissement, tu vois, pendant 2 années de suite, on a doublé le chiffre d'affaires, tu vois, pour te dire sur la partie investissement. Mais on aurait probablement pu aller plus vite. Mais après, tout dépend il faut qu'on ait les vins adaptés à cet objectif-là, tu vois. Il s'agit pas de vendre pour vendre, ça nous intéresse pas, tu vois. Donc nous on suit la progression de la valeur des portefeuilles des clients. Donc c'est ça qui est important, quoi. Merci beaucoup Daniel pour ta participation. C'était vraiment très éclairant. Je te remercie puis je te dis à très bientôt, je pense sur la plateforme. Et merci Paco et à très vite j'espère. Ouais, à très bientôt. Salut. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci encore beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!